harcèlement. Dans cet épisode, nous allons découvrir le parcours de Monsieur Bellon, décrypter la méthode de préoccupation partagée et discuter des actions concrètes que chacun peut mettre en place pour prévenir et agir face au harcèlement. Attention, c'est parti. Bonjour Monsieur Bellon. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a amené à travailler sur la question du harcèlement scolaire et à développer des solutions concrètes pour y faire face ? Oh oui, il va y avoir 25 ans que je travaille sur le sujet, donc ça commence à faire quelque temps. C'est au cours de l'année scolaire 99-2000, un chef d'établissement m'avait laissé la possibilité d'expertiser une situation de violence grave, qui avait conduit l'un au commissariat de police et l'autre à l'hôpital, et il m'avait laissé la possibilité de rechercher ce qu'il y avait en amont, c'est-à-dire les petites choses qui pouvaient s'être produites. Et j'avais rencontré, non pas la victime et l'auteur, mais les témoins, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été en classe avec ces deux élèves. Et je me suis rendu compte que derrière la violence dure, brutale, pénalisable, celle dont on parlait, dont on commençait à parler beaucoup, il y en avait une autre. Il y en avait une autre à bas bruit, faite de la répétition de toutes petites choses, tellement petites qu'elle passait parfaitement inaperçue aux yeux des professionnels. Et puis je me suis rendu compte, 1999, c'était aussi l'année où paraissait en France l'ouvrage du chercheur norvégien Dan Olweus. Je me suis rendu compte que les Scandinaves s'occupaient de ces questions-là depuis le milieu des années 1970. Et en France, il y avait un déni général. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler ce que disaient certains chercheurs à propos de ce que faisaient leurs confrères étrangers. Ils disaient que ça faisait exister le phénomène. Qu'en parlant, on faisait exister le phénomène. Il y avait un silence absolu. Et donc, j'ai pris connaissance de toute cette littérature. J'ai rencontré Bertrand Gardette, CPE, dans un lycée. Et on a commencé à essayer, à partir du début des années 2000, à essayer de faire connaître la réalité de ce phénomène en travaillant avec les établissements scolaires. Et c'est vrai qu'immanquablement, à chaque fois qu'on intervenait devant des classes ou devant des délégués de classe, il y avait à toutes les fois un élève qui nous disait « j'ai quelque chose à vous raconter ». Et c'est ces récits de souffrance scolaire qu'on a commencé à essayer de faire connaître de 2000 jusqu'à 2010, jusqu'à ce que les pouvoirs publics en France veuillent bien reconnaître la réalité de ce phénomène. Ça a mis beaucoup de temps, donc alors ça a mis beaucoup de temps à être découvert, à pris en compte. Ça a dû, comme vous l'avez dit, ça vous a demandé un travail littéraire, un travail de recherche. C'est le fruit d'un travail collectif au final. C'est le fruit d'un travail collectif, de professionnels, de gens du terrain, et c'est vraiment la spécificité de la situation française. C'est-à-dire que dans tous les pays étrangers, c'est la recherche qui a sollicité les pouvoirs publics. Là, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire au fond, c'est venu du terrain. C'est vrai que pendant toute une période, on a, passez-moi l'expression, on a véritablement ramé, parce qu'il y avait des résistances qu'une violence ne devant à rien d'autre qu'à l'école. C'est une violence qui existe parce que l'école est là, qui ne doit rien ni au milieu social, ni au milieu familial, ni aux circonstances psychologiques ou sociologiques ou que sais-je. Ça, c'était une chose qu'en France, on ne voulait pas admettre. Et j'ai très peur que les réticences qui ont existé il y a plus de 20 ans soient encore aujourd'hui d'une certaine manière présentes dans le contexte français. D'accord, merci beaucoup. J'ai eu la chance de découvrir votre livre sur la méthode de préoccupation partagée. Pouvez-vous expliquer en quoi elle consiste et comment elle se distingue des autres approches de résolution des conflits en milieu scolaire ? Alors, la méthode de la préoccupation partagée, on la doit à un chercheur estonien d'origine, suédois d'adoption, Anatole Pikas. Il nous a quittés en novembre 2021. Et c'est vrai que ce chercheur, dans les années 1970, a vraiment une originalité, une spécificité par rapport à tous les autres. C'est-à-dire que son intuition de départ consiste à dire « Attention, l'élève qui participe aux brimades, ce n'est pas un monstre, ça n'est pas une sorte de petit diablotin qui persécute ses camarades pour le plaisir. Non, sans doute que c'est quelqu'un qui a lui-même une difficulté à s'affranchir de la pression du groupe. C'est-à-dire que ces jeunes gens sont pris dans un conflit entre leur répugnance à faire souffrir autrui, parce que ce ne sont pas des monstres, et d'autre part, leur incapacité à se défaire du groupe. Et ça, c'est vraiment l'originalité de ce chercheur, c'est-à-dire qu'il a vu le harcèlement comme ce que les Anglais appellent un mobbing,
intraduisible en français, c'est un effet de meute, c'est un effet de groupe, d'un groupe, les plus nombreux contre le plus isolé, et c'est un phénomène de groupe, et Anatole Picasse a aussi très bien vu que c'était un phénomène mimétique. On se moque parce que tout le monde se moque, on se moque parce que les autres se moquent, on rit, et on se moque, on rit peut-être aussi pour éviter d'être soi-même la proie des moqueries. Donc l'originalité de la démarche d'Anatole Picasse, qui m'a véritablement beaucoup touché, c'est de se dire, l'élève qui participe aux brimades, c'est avec lui qu'il faut travailler. C'est lui qui peut nous permettre, la clé du harcèlement, elle est entre ses mains. Ouais, il est vrai qu'aujourd'hui, même le harcèlement, ça vient beaucoup d'effets de groupe. On veut faire comme les autres pour ne pas être exclu d'un groupe. Voilà, on va avoir un copain qui va nous demander de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. Bah, on va pas avoir envie de lui dire non. En fait, on va envie de le garder comme ami. On sait que c'est peut-être notre seul ami dans le lycée, ou en tout cas c'est le seul qui nous accepte. Donc on a envie de faire ce qu'il nous demande. Absolument. Et les effets de groupe et les effets mimétiques sont encore plus renforcés aujourd'hui par le poids des réseaux sociaux. Faire partie d'un groupe, ne pas être lâché par le groupe, ne pas être la cible de tout le groupe, on a un peu l'impression que c'est l'une des priorités pour les adolescents d'aujourd'hui. Merci. Quels conseils donneriez-vous aux enseignants et au personnel scolaire pour détecter et intervenir efficacement face au harcèlement ? Il faut être vigilant à chaque instant. En classe, tout se fait en groupe. En classe, le phénomène de groupe, il est omniprésent. Le groupe est là, quoi qu'il arrive, il est tout le temps là. Donc, les occasions dans lesquelles un garçon ou une fille peut se trouver à un moment de la vie de la classe en difficulté, il suffit de se prendre les pieds dans le cartable du voisin et de chuter, il suffit de répondre maladroitement à la question d'un professeur, et ça y est, les rires fusent. Ou bien, l'enseignant réagit tout de suite. Calme la classe, stop les rires. Ici, on ne se moque pas. Et en même temps, soutient l'élève qui s'est trouvé en difficulté. Et dans ce cas-là, on voit que le harcèlement ne se développe pas. À l'inverse, s'il laisse faire, s'il se dit « Oh, c'est des affaires de gamin, je m'en occupe pas, c'est pas mon travail », on voit le harcèlement prospérer. Ce qui est très intéressant, c'est que la recherche scientifique, les travaux en particulier de Benoît Galland, un chercheur belge, ont exactement confirmé cela. C'est-à-dire que Benoît Galland a montré que, dans une grande enquête qui a plus de 10 ans maintenant, il a montré que le taux de harcèlement était directement lié à l'attitude qu'adoptaient les enseignants en classe. Donc oui, je pense que les enseignants ont une responsabilité très importante, en étant vigilants, à chaque moment, ne jamais laisser un élève en difficulté, et soutenir à chaque fois qu'un élève est en difficulté, et puis recadrer le groupe. Oui, en effet, je m'aventurerai pas dans un pourcentage de temps passé, mais les élèves passent énormément de temps chaque semaine auprès de leurs enseignants. Au final, si un enseignant décide de laisser faire, est-ce que, même sans le vouloir, il ne participe pas un peu à cet effet de groupe en laissant faire ? Bien sûr, les enseignants ont un devoir de protection vis-à-vis des élèves, c'est évident. Parlons des familles maintenant. Selon vous, quels sont les moyens les plus efficaces pour sensibiliser les élèves, les familles et les institutions aux enjeux du harcèlement scolaire ? Les familles, d'abord, je crois qu'il ne faut pas qu'elles s'inquiètent. Vous savez, aujourd'hui, pendant des années, le harcèlement, on n'a pas voulu en entendre parler. Et aujourd'hui, on ne voit plus que lui. C'était pas bien avant, c'est pas mieux aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment trouver la juste mesure. Toutes les enquêtes montrent qu'il y a entre 8 et 10% d'élèves qui sont régulièrement victimes à l'école. C'est énorme. Mais attention,
l'école doit être là pour être protectrice. Il faut vraiment rassurer les familles. On peut encore conduire ses enfants à l'école sans qu'ils soient persécutés, malmenés. Mais il y a une responsabilité gigantesque qui est celle de l'école de protéger les enfants. Et de ce point de vue, c'est très bien, est entré maintenant dans la loi depuis 2020 ou 2021, je crois, le droit pour tout élève de suivre une scolarité sans harcèlement, et c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut aussi dire aux familles que le risque que son enfant participe à des brimades, il est largement plus important que le risque que l'enfant soit harcelé. Parce que c'est un phénomène de groupe, et lorsque dans une classe il y a un bouc émissaire, c'est toute la classe qui se moque de lui, c'est toute la classe qui lui donne le surnom. Donc le risque de participer à des brimades est beaucoup plus important que celui d'être victime. Mais là aussi il faut rassurer les familles. C'est la tâche de l'éducation. Là, je reconnais que c'est pas très facile aujourd'hui, mais il faut dire en permanence que non, on ne se moque pas. Non, rire c'est très bien, mais rire quand on rit tous ensemble, rire tous contre un ou contre quelques-uns, c'est pas une bonne chose. Donc vraiment, c'est la tâche d'éducation, je pense, au quotidien des familles, de montrer à la maison, le soir à table, que non, on ne se moque pas. C'est pas évident aujourd'hui parce qu'on est dans un monde dans lequel ce qu'un philosophe appelle la comicocratie règne en maître, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est tous sommés de rire, on est tous sommés de s'amuser, y compris de rire de rire avec celui qui se moque de nous. Donc il y a même des émissions spécialisées là-dedans. Alors c'est pas simple, les réseaux sociaux en rajoutent évidemment. Donc oui, il y a un travail qui est essentiel à faire, à l'école bien sûr, mais aussi le soir à la maison avec les enfants en famille. Vous parlez d'un travail à faire en famille, donc dans plutôt la plus stricte intimité. Est-ce que systématiquement on devrait les intégrer à ce suivi lorsqu'on reçoit un élève dans notre bureau? Est-ce que plus tard on devrait recevoir la famille avec l'élève? C'est à voir au cas par cas. Il n'y a pas de règle en la matière. Vous savez, j'étais il n'y a pas longtemps avec justement dans la région de Rennes, avec une directrice d'école qui a mis en place la méthode de la préoccupation partagée avec les tout petits. Et elle dit, moi je règle la situation dans la journée. Le matin, je m'aperçois qu'il y en a un qui est mis à l'écart. Avec la logique de la préoccupation partagée, je vais voir ses camarades, tu trouves pas, je suis inquiet pour ton camarade, il va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Le soir, c'est réglé. Là, on ne va pas alerter les familles. Des situations, il y en a quantité qui se règlent dans la journée même. Bon, donc après, si ça devient plus grave, si ça dure plus longtemps, évidemment qu'il faut associer les familles. Et pour une famille, avoir un enfant qui est victime de brimade, c'est difficile à vivre. Donc l'école doit être aux côtés des familles pour les soutenir, pour les accompagner. Il faut qu'ils aient qu'ils reçoivent à l'école le cadre d'une écoute empathique, rassurante, bienveillante. C'est essentiel. Merci Monsieur Bellon. Alors pour ma dernière question, avec les défis actuels, vous l'avez évoqué, les réseaux sociaux, donc le cyberharcèlement et l'évolution des interactions sociales, comment voyez-vous l'avenir de la lutte contre le harcèlement scolaire et quelles sont d'après vous les initiatives qui devraient être priorisées? Alors, la lutte contre le harcèlement scolaire, moi je vous dirais que pour une part je suis extrêmement optimiste. Moi, quand j'ai créé le centre Résis, il y a 6 ans maintenant, j'avais lancé un défi, je disais il faut une équipe par établissement. Il faut que soit installée dans chaque établissement une équipe pour accompagner les victimes et pour recadrer les auteurs. Ça a été repris dans le cadre du programme phare et j'en suis très heureux. Si on arrive à lancer ce défi, à réaliser vraiment le projet d'une équipe par établissement, je pense qu'on aura vraiment agi. Faire en sorte que les situations dramatiques qu'on a pu connaître, c'est-à-dire dans lesquelles des garçons et des filles ont été dans un tel état d'abandon qu'ils en sont venus à mettre fin à leur jour ou à tenter de le faire, ça ne devrait plus jamais se produire. Il faut que chaque élève victime trouve dans son établissement l'écoute dont il a besoin. Ça, c'est la version optimiste. Moi, ce qui m'inquiète, la version négative, pessimiste, c'est évidemment le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement a une telle puissance et développe de tels outils et place les élèves, les jeunes gens, dans des situations de telle solitude qu'il faudrait
bien autre chose. Et il faudrait des réactions de la société tout entière. On commence à réfléchir maintenant. On se rend compte du danger que représente un téléphone portable. Je ne sais pas s'il y a une éducation au numérique qui peut être faite, et sans doute faudrait-il plusieurs générations pour y parvenir. Toujours est-il qu'actuellement, je pense qu'on n'a pas encore trouvé les outils pour lutter contre le cyberharcèlement. Et la technique va tellement vite. L'intelligence artificielle nous promet que demain, n'importe quelle photographie pourra être trafiquée, c'est déjà le cas très largement, mais ce sera infiniment plus facile demain. Donc on pourra placer n'importe qui en situation gênante, indécente, humiliante. Comment peut-on réagir face à une violence pareille ? Je pense en priorité que l'interdiction absolue du téléphone portable à l'école est une nécessité absolue. Le téléphone portable n'a rien à faire à l'école. Il faut qu'il soit rangé, posé dans le cartable ou ailleurs, mais qu'on n'y ait pas accès, qu'il y ait une pause numérique, c'est absolument essentiel. Après, à la maison, il faut aussi voir ce que font les jeunes gens sur les réseaux sociaux, qui sont en train de se développer comme une espèce un espace de non-droit dans lequel tout est possible. Et là, sans doute, faudrait-il des réponses qui dépasseraient même le cadre national. Il faudrait des réponses internationales pour réguler les réseaux sociaux, en particulier mettre un terme à l'anonymat qui règne en maître sur les réseaux sociaux, et puis sans doute faire en sorte que les plateformes ne soient pas simplement des hébergeurs, mais des éditeurs, c'est-à-dire qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui arrive. Je crois qu'il y a certaines condamnations. Certains avocats sont parvenus à faire condamner certains réseaux sociaux pour les rendre responsables de ce qui arrivait après aux jeunes gens. Les réseaux sociaux, les plateformes ne peuvent pas se laver les mains de toutes les horreurs qui se produisent à cause d'elles. Oui, effectivement. Et puis, alors je tiens à souligner quand même qu'on a passé, il me semble, vous allez pouvoir me le confirmer d'ailleurs, hein, il me semble qu'on a passé la majorité numérique de 13 à 15 ans. Si je dis pas de bêtises, il est encore aujourd'hui trop facile de créer un compte Instagram en mettant une fausse date de naissance, tant qu'une pièce d'identité nous est pas demandée pour bien vérifier notre âge. En fait, il est encore beaucoup trop facile d'utiliser les réseaux sociaux avant l'âge numérique décrit par la loi. Et comme vous l'avez souligné, on a encore un énorme travail à faire sur cette question du cyberharcèlement. Oui. Et je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Pour conclure, Monsieur Bellon, c'est un échange éclairant et je l'espère inspirant pour nos auditeurs. Vous nous avez permis de mieux comprendre les enjeux du harcèlement et les solutions concrètes qu'on peut imaginer pour y faire face. Nous espérons que cet épisode vous a donné des clés pour agir à votre échelle, d'enseignants, d'élèves, de personnel dans l'éducation, que ce soit aussi en tant que parents. Ensemble, nous pouvons construire un environnement scolaire plus sûr et bienveillant. À bientôt pour un nouvel épisode.